Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. Smart City avec ce constat, nos parkings ont de l'avenir. C'est ce que l'on va comprendre tout de suite avec mes invités. Benjamin Vaureau, bonjour. Vous êtes directeur de la communication du groupe Indigo. Et Octave Perrault, bonjour, architecte chez Dominique Perrault Architecture. Alors si vous avez déjà regardé l'émission, vous savez que j'aime bien m'imaginer en 2040. Donc je suis dans ma voiture électrique autonome qui entre toute seule dans le parking le plus proche de mon bureau. Qu'est-ce qui me frappe, Benjamin Vaureau? Quels sont les changements les plus marquants finalement? Ce qui est intéressant déjà dans votre introduction, c'est qu'en 2040, il y aura encore des voitures. Ouais. Donc ça, c'est déjà un premier point. Elles seront encore en ville. Mais effectivement, elles seront propres, notamment électriques. Et elles rentreront dans les parkings sans doute de manière autonome ou sans doute également avec leur conducteur, parce que je ne sais pas si en 2040, il y aura complètement de voitures autonomes. Mais les parkings seront aussi sans doute ouverts à d'autres usages. Et ça, on commence à le réfléchir. Dès maintenant, on l'a fait en 2019-2020 avec Octave Perrault notamment, pour réfléchir à quels sont les usages qu'on peut donner davantage au parking. Ça, c'est vrai, surtout dans les grandes métropoles. Pour comment mieux servir les villes. On accompagne, nous, Indigo, les villes dans leur politique de stationnement et de mobilité, mais aussi dans les politiques d'attractivité de la ville. Et on considère qu'on a des assets importants, puisqu'on a de la surface en centre-ville, et que demain, puisqu'il y a une certaine forme d'érosion de la voiture, notamment dans les grandes villes, on peut imaginer de les ouvrir pour d'autres usages. Alors justement, Octave Perrault, qu'est-ce que je pourrais faire dans ce parking en 2040 que je ne fais pas aujourd'hui? C'est vrai que l'étude qu'on a faite avec Indigo nous a ouvert beaucoup de portes parce qu'on s'est rendu compte que ces espaces pouvaient être en fait diversifiés assez facilement d'une certaine manière, soit en reconversion, soit en construisant des nouveaux parkings. Et en fait, on ne veut pas se limiter à des activités précises. L'idée, c'était principalement de penser des bâtiments qui pouvaient accueillir justement d'autres usages. Ouais. Donc d'avoir des planchers, des espaces qui permettent de faire ça. Et les types d'activités qu'on envisage, donc évidemment, il y a les nouvelles mobilités qui seront sûrement importantes, que ce soit les nouveaux véhicules, mais ça peut aussi être les questions de logistique, etc. Ouais. Mais après, les bornes de recharge, bon, ça existe déjà aujourd'hui, mais de plus en plus intelligentes pour accueillir ces voitures ou ces véhicules de nouvelle mobilité. Mais en effet, la question, moi, je pense, c'est plutôt est-ce que les parkings souterrains parkings vont rester des parkings, en fait? Pour moi, ça va devenir des infrastructures un peu plus flexibles, avec des surfaces disponibles qui peuvent se prêter donc au stationnement, mais ça peut se prêter à de la production légère, du stockage. Du commerce. Du commerce. On peut imaginer un niveau commercial aussi, ou la culture même. Des studios télé comme ici, on est au niveau -3 d'un parking. Oui, c'est un ancien parking, Bismart, il faut le savoir. Et c'est vrai que c'est le futur du parking, pour nous, est vraiment ça devient une infrastructure urbaine, j'ai envie de dire, flexible. Donc on a dit faire ses courses, on a dit la logistique du dernier kilomètre aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On peut le rappeler, Benjamin Vaureau. Ça veut dire que les livraisons, elles ne se feraient plus forcément ou plus du tout peut-être en surface? Ou elle le ferait sans doute dans un mode mix avec les deux. Ouais. C'est-à-dire que nous, on imagine notamment, ce qu'a dit Octave, convertir le niveau -1, c'est-à-dire que le premier niveau qui soit un reflet finalement de ce qui se passe en voirie. Et accompagner davantage les livraisons pour qu'ils puissent se charger. On a déjà un exemple sur l'île de la Cité à Paris, avec un partenaire de grande distribution qui décharge la nuit avec un gros camion, un seul aller-retour, donc moins de pollution, moins d'encombrement, etc. Et ensuite dispatche la journée dans le parking qu'on a complètement réhabilité en laboratoire de distribution, et ensuite dispatche en vélo électrique aux habitants qui sont dans les arrondissements alentours. Ouais. Donc ça, typiquement, c'est un des évolutions. On pourrait imaginer que donc le premier niveau serait un reflet de la ville, finalement, et de la rue, avec tous les enjeux de logistique de dernier kilomètre, notamment. Les enjeux de mobilité, on est très attaché, évidemment, à accompagner les nouvelles mobilités. Le vélo, on a des offres maintenant de vélo. Sur un des problèmes du vélo, on voit qu'il y a un énorme engouement, c'est de la sécurisation de son vélo ou la recharge, de plus en plus de vélos électriques. Donc c'est un enjeu majeur chez nous et on va encore plus le pousser. Et la recharge électrique au sens de borne pour les voitures, qui est évidemment aussi un enjeu majeur qu'on pousse. Ça, c'est le niveau -1. Les niveaux intermédiaires, je dirais, resteront sans doute des niveaux de parking, puisqu'il y a encore besoin de mobilité et la voiture a encore sa place dans la ville, on en est évidemment convaincu. Et les niveaux inférieurs... On peut imaginer qu'il y aura moins de voitures. Il y aura peut-être moins de voitures. Donc ça libérera de la place dans les parkings aussi. C'est notamment pour ça qu'on peut réaffecter certains niveaux. Il y aura moins de voitures dans les grandes métropoles qui sont très bien fournies en transport en commun. La ville de Paris en est un excellent exemple. Vous prenez des villes un peu plus moyennes en France ou même en Europe, la voiture a encore sa place. On voit qu'il y a par exemple encore 75% des gens qui prennent leur voiture tous les jours pour aller travailler. Bien sûr. Quand vous avez des métros, des RER, des vélos ou même Vélib, évidemment, il y a un peu moins de part modale. Donc la voiture a encore sa place dans les niveaux intermédiaires. Et au sous-sol des derniers niveaux, on peut y faire aussi beaucoup de choses.
Ça, Octave va pouvoir le préciser, notamment remettre des data centers si on veut, puisqu'il y a des besoins de plus en plus importants en termes de digital, aller collecter de la chaleur dans le sous-sol. Enfin, si tu peux. Alors, je ne sais pas si on a pu voir certaines images, ce que vous avez un peu modélisé, mais c'est frappant. On voit vraiment ce premier niveau qui a une liaison directe avec la rue. Et puis ensuite, plus on va descendre dans les étages, au sous-sol, plus on va trouver des services différents. Et effectivement, il y a cette idée aussi d'aller puiser l'énergie dans le sol, Octave Perrault, c'est ça ? En effet, c'est vrai que le sous-sol urbain, les sous-sols en général, sont une source de valeur qui est notamment énergétique ou en eau, qui actuellement est souvent considéré comme un obstacle. Par exemple, quand on construit un parking et qu'on est sur une nappe phréatique, c'est vu comme un problème de coût, alors que ça peut être réutilisé pour, par exemple, insérer des échangeurs thermiques qui permettent de rendre un bâtiment voisin passif en énergie. Donc c'est aussi de penser le sous-sol urbain de manière systématique comme une réserve en fait, énergétique qui permet de rendre la ville passive en fait. Ça veut dire qu'un parking devient presque je mets des guillemets, mais une mini-usine, quoi, d'une certaine façon, ou une mini-centrale énergétique. On peut imaginer ça ? En effet, oui, en effet. Et je pense que ça s'inscrit complètement en fait, dans l'histoire de la ville moderne, où on a commencé par intégrer les réseaux dans le sous-sol, les égouts et l'électricité, etc. Puis après, on a intégré les parkings. Et maintenant, on arrive à une sorte de sophistication du sous-sol technique urbain qui se complexifie et qui, je pense, permet à la ville, comme une ville comme Paris, de devenir en fait contemporaine. Ouais. Alors ce qu'on vient de voir, c'est 4 modèles en fait. C'est-à-dire qu'il y a l'hypothèse d'un parking qu'on construit. Vous construisez encore de nouveaux parkings, donc on va pouvoir l'évoquer. Et puis il y a tous ceux qu'on réhabilite avec différents cas de figure, c'est ça ? En effet, on a identifié, disons, 4 scénarios. Ouais. Donc le premier était celui des parkings en reconversion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait du parc immobilier existant, j'ai envie de dire, de l'époque du pétrole, et comment on l'amène à l'ère post-pétrole. Après, les 3 autres, c'était sur plutôt des propositions de comment ce type de parking s'intégrerait donc sous une place, sous une avenue, peut être déroulé sous une avenue, ce qui est quelque chose qui existe déjà, mais qui est développé d'une autre manière. Et après, comment le sol urbain s'épaissit de manière, j'ai envie de dire, omniprésente, même sous les bâtiments, et ce qui permet de densifier la ville, de rajouter ces infrastructures de manière locale et avec de la proximité. Ouais. Il y a un terme que vous employez, c'est rue épaisse, ou je ne sais pas exactement ça. Rue épaisse, c'est un peu le concept ça veut dire de quoi, la voirie élargie, c'est-à-dire qu'on duplique finalement la voirie. Ouais. L'enjeu de demain des villes, c'est sans doute de libérer davantage d'espace, puisque les voitures sont en stationnement aujourd'hui. On est tous d'accord pour considérer que ce n'est pas forcément leur place en stationnement. Elles sont beaucoup mieux en souterrain, d'une part parce qu'on ne les voit pas, et ensuite parce qu'elles libèrent de la place en haut. D'où l'enjeu des parkings souterrains, et ensuite rejouer sur cette espèce, sur ce miroir entre le niveau -1 et la rue pour libérer les espaces. Et nous, demain, notre action chez Indigo, c'est aussi d'accompagner les villes pour jouer sur ces 2 tableaux, les accompagner dans la libéralisation des espaces en voirie pour les nouvelles mobilités, pour des terrasses de café, pour de la livraison, et d'assurer les fonctions un peu logistiques au premier niveau. Et je crois qu'on le voit aussi sur les images, c'est ce parking, il se reconnecte aussi, il peut se reconnecter en tout cas, aux immeubles qui l'entourent. Exactement. Et donc créer de la mobilité, de la fluidité, c'est ça ? On a souvent tendance à penser, c'est un peu comme ça qu'ils ont été construits, que les parkings sont des boîtes fermées. Nous, notre enjeu, c'est de les ouvrir sur leurs 4 dimensions. Sur le haut, on en a parlé avec le niveau -1 notamment et la connexion directe avec la rue. Sur les côtés, notamment sur les réseaux de transport en commun, par exemple le métro, on en a certains à Paris qui sont déjà connectés avec le métro ou d'autres, des galeries marchandes, voire des immeubles, notamment pour des sujets aussi de géothermie, de réutilisation du chaud ou du froid. Et vers le bas, pareil, pour profiter des ressources du sous-sol. Octave parlait de l'eau. Nous, l'eau, c'est souvent un problème chez nous parce qu'on a des infiltrations dans nos parkings, malgré les constructions modernes. Et l'eau est plutôt un souci parce qu'il faut l'évacuer, il faut faire attention que ça ne s'infiltre pas. Demain, ça pourrait être une solution pour la réinjecter, alimenter des fontaines, etc. Mais alors, on est à quel point comment je peux dire ça, de projection, de fantasme, d'imagination, puisque là je dis 2040, mais c'est comme ça parce que ça sonne juste, c'est dans 20 ans. Mais vous pensez que c'est réaliste
À quelle échéance, ça? Je ne sais pas lequel de vous deux veut répondre. Peut-être Alors, Benjamin d'abord, et puis ensuite sens l'architecte. très concret, parce qu'il y a une vision d'architecte, effectivement, qui nous porte peut-être encore au-delà et qui va plus loin. Nous, on a déjà des pilotes, des POC, comme on dit, des pilotes dans un certain nombre de nos parkings, qui sont des réponses au parking du futur tel qu'on l'a imaginé avec Octave Perrault. J'ai parlé de logistique du dernier kilomètre. Très clairement, les espaces culturels. On avait monté il y a quelques temps à La Défense un parking qui est devenu une salle de spectacle. Où on faisait des conventions, des concerts, un restaurant, etc. Vous avez évoqué ici, on est dans un ancien parking qui est demain un studio télé. C'est la réalité concrète du parking du futur. Ça, on a une plateforme de logistique à Paris. On est en train d'étudier ce qu'on appelle les dark kitchens. Ce sont les dark cuisines. Kitchen, ça veut dire quoi, ça? Les cuisines fermées. Donc c'est la location d'espaces disponibles pour des restaurateurs. Ils ont juste la cuisine et ensuite ils font que de la livraison. Et ça, c'est typiquement quelque chose qu'on pourrait implanter dans nos parkings. Alors ça se développe beaucoup aux États-Unis, au Canada notamment. Voilà, c'est des boîtes qu'on loue à des restaurateurs et ensuite ils dispatchent. Et ensuite, tout ce qui accompagne la mobilité électrique, les voitures autonomes qui sont aussi quelque chose. On sait aujourd'hui, faire rentrer une voiture autonome dans notre parking. On l'a testé avec Valeo et Cisco. On laisse la voiture à l'entrée du parking, elle va se garer toute seule, la barrière s'ouvre, elle cherche sa place, elle va se garer. Et quand le propriétaire veut la rappeler, il décroche son smartphone, il l'allume et elle vient la chercher à la sortie du parking. Et elle ressort. Donc ça, là, on est dans des solutions d'avenir, mais qui existent déjà. Octave Perrault, ce qui suppose quand même beaucoup de travaux, alors on peut parler des parkings réhabilités, mais même du général, c'est tout ce que vous expliquez par ailleurs, c'est-à-dire transformer un parking en usine de production d'énergie. Là, il y a des travaux lourds, forcément. Oui et non, en fait, parce que ça dépend de quel type d'usine d'énergie. Mais par exemple, il y a des solutions qui existent pour juste mettre des pieux géothermiques au dernier sous-sol qui sont avec des échangeurs thermiques, et ça prendrait, je ne sais pas, 3 places de parking pour récupérer la chaleur. Après, ça ne suppose pas de tout casser, de tout réorganiser d'une certaine façon. Non, après, c'est vrai qu'il y a des efficacités qui seraient plus faciles à obtenir si jamais on construisait neuf avec la réflexion en amont, disons. Mais c'est la question de reconvertir et d'optimiser en fait les efficacités thermiques dans ces bâtiments. Il y a énormément de solutions qui existent pour récupérer, par exemple, la chaleur sur les murs, par exemple, quand le métro freine, qui permet... Il y a toutes sortes de choses. C'est un gros sujet. Plus de 2 millions de mètres carrés de surface utile dans les parkings parisiens aujourd'hui, c'est ça. Le mot qui me vient, c'est le mot gisement. Est-ce que vous avez ça en tête aussi, Octave Perrault? Totalement. C'était en fait la grosse découverte quand on a commencé à travailler avec Indigo et quand on s'est familiarisé avec le sujet et la donnée, c'était qu'en fait, il y en avait partout. Là, par exemple, on est à côté de l'Arc de Triomphe. En gros, chaque avenue autour de l'Arc de Triomphe a un parking de 200-300 mètres, entre 2 et 4 étages, sous l'avenue. Et donc c'est vrai qu'on ne pense pas à cet épaississement en fait, de cette voirie épaisse qui est déjà existante. Vous avez demandé la question où est-ce qu'on sera en 2040. Moi j'ai envie de dire en fait l'épaississement de la ville a déjà eu lieu depuis plus de 50 ans. Et en fait la question c'est... Il n'y a pas forcément de besoin de creuser plus, quoi. Paris est un peu un cas particulier, c'est quasiment la ville manifeste en termes de ville épaisse parce qu'il y avait une sorte de surface qui était déjà mature très tôt et en fait on ne voulait plus y toucher et donc il fallait trouver d'autres espaces. Donc on a creusé. Donc il y a les parkings, c'est un exemple, mais les halles, la BNF est aussi haute que profonde. Il y a énormément de bâtiments qui sont aussi hauts que profonds, avec la rue étant un peu la charnière entre les deux. Mais par contre, cette réflexion, elle n'est pas vraiment articulée architecturalement. Et nous, ce qui nous a intéressé, surtout avec les parkings, c'est de transformer cette réflexion de densification de manière un peu systématique à l'échelle de la rue, etc. Et si on parle de construction de parking, là, Benjamin Voron, aujourd'hui, j'imagine que vous avez des projets de parking. À quel point vous intégrez déjà certaines des solutions imaginées par Octave Perrault et le cabinet d'architecture ou dont vous parliez tout à l'heure? Alors effectivement, il y a encore des projets de parking. Alors en France, on a encore une dizaine ou une quinzaine par an. C'est pas énorme, il y a encore des besoins. Un peu moins, encore une fois, dans les grandes villes matures comme Paris, qui est déjà bien fourni en parking. Et on est plutôt à se demander qu'est-ce qu'on va réutiliser comme espace. Mais oui, toutes les réflexions qu'on a imaginées et inventées avec Octave et son équipe, c'est pouvoir les mettre en application demain, en fonction évidemment des enjeux et des besoins de la ville qui nous accompagne, et aussi il faut quand même être conscient du modèle économique. Tout
tout ce que l'on pourra faire pour valoriser l'attractivité en ville, mieux accompagner nos clients, intéresser les commerces locaux et finalement accompagner l'attractivité de la ville, on le fera. Et en plus, si ça a un intérêt économique, évidemment, nous, on est partant là-dessus. Vous avez donné quelques exemples tout à l'heure. Il y en a peut-être d'autres. Des fermes urbaines, par exemple, ça existe déjà Ça existe déjà. Il y en a déjà, d'ailleurs, à Paris. Pas dans notre parking, d'ailleurs, mais on y réfléchit, notamment dans le quartier de la Défense, par exemple. C'est aussi en projet, parce que la Défense a beaucoup de souterrains. C'est typiquement le modèle urbain qui est mitigé entre le sous-sol. On n'imagine pas qu'il y a un sous-sol très important à la Défense, mais il existe. Donc il y a beaucoup de projets. Je parlais tout à l'heure de la salle de spectacle qui avait été faite dans un de nos parkings. Ferme urbaine est effectivement une occasion d'utiliser davantage des espaces. Il y a beaucoup de choses qui peuvent pousser dans un parking, notamment les plantes qui n'ont pas besoin de lumière, comme les endives, les champignons, etc. On a évoqué les bornes intelligentes. C'est vrai que le parking dont on parle, il a besoin de la 5G, peut-être de la 6, enfin il a besoin aussi d'une puissance de communication beaucoup plus importante que celle qui existe aujourd'hui. Ça semble une évidence. C'est sûr que même il y a un besoin d'électrification. Donc oui, actuel, il n'y a pas d'électricité qui descend, et donc avec ça vient aussi les questions de réseau. Il y en a un petit peu, désolé, mais c'est pas aussi. C'est encore un développement qui est en cours. Et non, c'est vrai qu'il y a aussi une révision faut repenser les réseaux qui rentrent dans les parkings, et d'autant plus si jamais on sort dans des usages qui sont limités au stationnement, si jamais on veut pouvoir transformer un espace sous-sol en un lieu qui puisse recevoir du public. Donc il y a des questions d'avoir accès justement à ces réseaux, mais aussi des questions de sortie, d'accessibilité, de sécurité qui rentrent en jeu. Donc c'est vrai qu'il y a une réflexion, j'ai envie de dire, infrastructurelle profonde pour ces nouveaux espaces. Et si on dit en 30 secondes la question effectivement de l'électrification, c'est un autre débat qu'on a déjà eu ici dans cette émission, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas développé. L'enjeu, c'est que les voitures, mais les parkings, finalement, soient un acteur du réseau électrique, puissent partager aussi. C'est ça, exactement, bien sûr. Demain, et on y travaille aussi beaucoup, demain, l'avenir de la voiture, il sera évidemment électrique, mais pas que. Hybride, dans un premier temps, sans doute hydrogène. Tout ça, c'est des technologies auxquelles il faut qu'on accompagne dès maintenant. Et oui, il faut que les parkings soient au cœur du réseau de Smart Grid. D'une part, parce que nous, dans nos parkings, justement, on a la possibilité d'offrir et la place de stationnement, et la borne de recharge, et aussi la manière de gérer le meilleur accès à l'énergie en fonction des besoins. Il faut savoir que les bornes de recharge, il en existe plein de sortes. Vous n'avez pas le même besoin quand vous revenez le soir et vous avez besoin d'avoir votre voiture pleine le lendemain matin, donc c'est une charge lente sur toute la nuit, que des VTC, par exemple, qui ont besoin de bornes de recharge très rapides en 1 heure pour regagner 80% de capacité, ou même des commerçants, des artisans, etc. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à gérer, et ce qui nous permet aussi de faire un lien. On a aussi, par exemple, développé des centres de logistique pour les artisans, les commerçants, dans nos parkings. Là aussi, on a des exemples très clairs à Paris et à côté de Paris, où une plateforme de matériel, par exemple, peut livrer les artisans directement au plus près de leur chantier. Il se trouve qu'en parallèle, ils peuvent aussi recharger leur voiture. C'est ce qu'ils pourront faire demain. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir accompagner la ville grâce à nos parkings. Alors, restez avec nous. On va découvrir un autre exemple de parking du futur avec Olivia Hieré-Debré.